Prêt? Troisième partie. Alors Jean-Pierre, ce qui est intéressant avec ton travail, c'est que ça nous oblige, en tous les cas ça m'a obligé de me replonger, et ça sera sur la dernière partie de cet entretien, sur deux aspects, enfin même plusieurs aspects, mais notamment deux auteurs. Un auteur que j'aime beaucoup qui est Georges Bataille. Je me suis replongé un petit peu évidemment de ce qu'il avait fait dans la revue Document, parce que ce n'est pas sans lien avec la façon dont tu mets ensemble des images, mais bien sûr avec l'ouvrage qu'il publie en 1957 qui s'appelle L'érotisme et qui véritablement va révolutionner, ou en tout cas je ne sais pas s'il va révolutionner, en tous les cas va apporter quelque chose sur le rapport de l'érotisme à la connaissance, et notamment pour un historien d'art comme moi, à la connaissance de l'art et comment les images, on essaye de comprendre comment les images non pas copulent ensemble, mais en tous les cas se marient, parfois aussi ont des attractions ou au contraire des répulsions. Et c'est cet aspect que j'aimerais qu'on évoque en regardant toujours sur le même principe, très simple, quelques images, en rappelant aussi cette belle formule de Bataille que j'aime beaucoup et que je ressens dans ton travail. Je ne sais pas si elle est assumée, cette idée que finalement, il le dit en exergue de son essai de 1957 sur l'érotisme, l'érotisme c'est le paradoxe, le plaisir c'est le paradoxe. Voilà, donc je voudrais donner cette première citation, et que peut-être on essaye de commencer avec soit une de citations que je crois que tu avais aussi sélectionnées pour cet entretien, et ensuite quelques commentaires d'images. Bien sûr. Oui, ben donc l'œuvre sacrée est nécessairement érotique, c'est-à-dire que c'est consubstantiel, Bataille en parle très bien. L'œuvre sacrée est nécessairement érotique car elle parle toujours de l'instant de l'extase, c'est-à-dire l'entrée dans un autre monde, donc de la création et de la régénération. Ces deux aspects des choses sont importantes. On pourrait rajouter du plaisir, mais bon, le plaisir n'est pas si important que ça quelque part. Je pense que le plus important, c'est l'extase. C'est de sortir du monde, de notre corps quelque part. Et pour que le corps entre dans sa dimension pleine. Donc peut-être on pourrait retenir de cette citation cet aspect dont on n'a pas parlé, enfin on en a parlé d'une façon induite, qui est tout simplement le caractère sacré. Oui. Il y a un intérêt chez toi pour ce que j'ai appelé, à l'instar de la grande expo de Beaubourg, qui était assez remarquable, les traces du sacré, ce qui reste du sacré. Et le sacré ne serait pas quelque chose qui serait simplement religieux, mais j'aime rappeler cette définition de Yannick Enel, justement, qui est le sacré et le point de contact entre les vivants et les morts. Et je trouve que c'est assez beau, un endroit où finalement le caractère d'un rapport à l'autre, d'un rapport à l'autre avec un grand A, c'est-à-dire avec la transcendance, peut d'une certaine manière revivre à cet endroit précis du sacré. Et puis l'autre chose, ce que dit ta citation, et aussi ce que tu en dis de cette citation, renvoie à l'idée par l'érotisme, d'embrasser d'une certaine manière la totalité. Ça, c'est la théorie de Bataille dans son essai de 1957. L'érotisme a deux fonctions. Un, d'embrasser la totalité, totalité des postures, totalité des relations, totalité des psychés et totalité des histoires. Et enfin, une autre chose aussi, de passer au-delà de l'impossible, parce que, assez étrangement, Bataille, dans son essai de 1957, n'aime pas beaucoup parler de cette notion d'interdit. Pour illustrer ce passage de Bataille, en tous les cas de ta lecture bataillienne, et puis de son application dans ton travail, même si ce n'est pas une application au commun scolaire, j'aimerais qu'on commente quelques images, et notamment on pourrait commencer par cette fresque préhistorique que tu pourrais commenter. Donc Bataille en parle très bien, il a écrit tout un livre sur Lascaux, et donc ce que l'on voit là, c'est un bison avec un oiseau sur un pôle, on pense que c'est on hypothèse que ce serait un chaman qui serait en transe, parce que ce chaman est ityphalique. Donc on peut dire que c'est le bison qui a tué le chasseur, mais pour moi ça représente quelqu'un qui est en transe. On voit bien qu'il est complètement comme ça tétanisé, et qui communique avec son esprit animal dont on a parlé tout à l'heure, qui est sur un pôle, encore une fois, et le bison est blessé, il va mourir. Et donc c'est tout ce rapport entre les animaux, la sexualité, parce que forcément pour baiser, entre guillemets,
il faut retrouver son animalité, sinon on ne baisse pas. C'est-à-dire, c'est un peu cru ce que je dis, mais Bataille en parle très bien. Il dit qu'il va dans des dîners où il voit des femmes habillées merveilleusement et il a du mal à les imaginer en extase, en orgasme. Et forcément, il y a cette ambiguïté. C'est une confrontation absolue entre l'homme habillé et l'homme. C'est autre chose, c'est un autre monde. Et on ne dévoile jamais la jouissance. Et ce que je veux faire dans mon travail, c'est dévoiler la jouissance. Comme ça, peut-être par jeu aussi. Oui, je pense que tout ça est très important parce que finalement, dans l'histoire de l'art, il y a assez peu d'images dans les musées. Il n'y a pratiquement pas. Bon, l'érotisme est souvent fantasmé par des symboles, mais des scènes de copulation. Il faut imaginer que l'Occident n'a aucune scène de copulation. Mais c'est surtout qu'il a un rapport à, je vais dire, à la nudité extrême. Quand je dis nudité extrême, ce n'est pas le corps nu, mais c'est ce que tu pourrais dire, ou ce que finalement Bataille dit très bien, cette idée d'animalité, notamment d'animalité de l'acte sexuel. Et d'ailleurs, tu cites Bataille, et tu as raison de citer son essai sur Lascaux, où justement, pour lui, même si après les grands préhistoriens vont dire qu'il a eu tort, enfin qu'il s'est trompé historiquement, mais ce n'est pas parce qu'il s'est trompé historiquement qu'il a eu tort, il voit dans les fresques de Lascaux, sous nos yeux, l'apparition de l'humain dans l'animal et de l'animal dans l'humain. J'aime beaucoup cette idée en quoi l'animalité n'est pas inférieure à l'humain. Enfin, c'est cette espèce de relation connexe qu'il essaye de découvrir, qu'il essaye de suivre, et aussi de tout ce qu'on ne sait pas de l'animal. Et c'est ça qu'il va développer dans son essai, qui est assez bref, sur les grottes de Lascaux, et aussi comment, parce qu'il se pose cette question, comment sont réalisées ces fameuses fresques de Lascaux et dans quel état. Et là, dans l'image que tu as choisie, on aurait un indice, ça c'est véritablement dans l'état de transe. Et c'est grâce à la transe. Oui, je pense, oui. Et je pense ces chamans étaient en transe quand ils ont peint, forcément. C'est un puits qui fait je ne sais pas combien de mètres de long, il faut aller tout au fond de la grotte. Donc il faut avoir des pouvoirs surnaturels pour aller là-bas. Sinon, c'est comme les chamans américains, ils peuvent voyager avec leur esprit. Sinon, on se plante. Ouais. Alors, deuxième image qui nous rapproche de l'essai, d'une certaine manière, en tous les cas, de la notion d'érotisme chez Georges Bataille, c'est cette illustration, cette petite miniature, plus exactement. Oui. Je te laisse commenter. Oui. Bon, ça, c'est des miniatures indiennes qui datent du XVIIIe, XIXe siècle, et où on voit, c'est toujours très symbolique, et on voit la déesse Shakti avec des crânes de mort, un peu comme la déesse Coatlicue qu'on avait vue auparavant, et un sabre, et là, elle décapite. C'est un peu l'accès au... Il faut décapiter le moi pour entrer dans le soi, pour entrer dans un ailleurs. Et ça, c'est le dieu Shiva, qui est ityphalique aussi. C'est-à-dire qu'il copule, et dans cette copulation, comme j'ai dit auparavant, il rentre dans le monde de la nature entière, dans l'entièreté de la nature. C'est vraiment fabuleux, c'est magnifique. Toutes les peintures hindoues me fascinent par leur beauté. Aussi, on peut dire que c'est un peu un art naïf, mais pas du tout, parce que ce que ça dit, c'est très très fort, très violent, de même que la vie. C'est vraiment boum. Et puis il y a une grande sophistication, c'est très très sophistiqué au niveau de la technique de représentation, au niveau de la miniaturisation et aussi des informations qu'on peut glaner, notamment puisqu'il y a des chiens qui dévorent des cadavres et puis aussi des rapaces que je ne reconnaîtrais pas. Et ça, c'est aussi un autre aspect, c'est-à-dire que cette relation qui est impulsive, mais qui était importante en tous les cas pour Georges Bataille, entre Eros et Thanatos, et cette proximité, ou plus exactement cette impossibilité de l'Eros sans Thanatos, c'est-à-dire cette impossibilité du plaisir sans finalement une mort symbolique, ou une mort réelle. Inéluctable. Ou en tous les cas inéluctable, tu as complètement raison. Autre image qui parcourt ton panthéon érotique, si je puis dire.
Eh bien là, c'est un écorché comme aztèque. Donc forcément, les Aztèques faisaient beaucoup de sacrifices humains. Et là, on voit se sacrifier, c'est une statue auquel ils ont enlevé le cœur. Et on voit les organes qui pendent comme ça. Et pour certains, j'ai vu cette statue au musée du Guggenheim, il y avait une très belle exposition sur les Aztèques. Et ces statues sont vraiment fascinantes. Ben, peut-être que pour toi ou pour certains, elles pourraient faire peur, mais moi, elles ne m'effraient pas du tout, parce que c'est vraiment bon, comme un chasseur qui irait dépouiller un animal. Et bon, c'est la réalité des choses. On voit les organes, on voit la mort telle qu'elle est. Non, moi, elle ne me fait pas peur. C'est comme si on avait écorché ce que pouvait être à la fois le désir et à la fois aussi une forme d'érotisme. Cette espèce de presque de diagnostic de ce que peut être la violence, non pas là du sacré, mais la violence de l'érotisme. Et enfin, avant de passer à quelques-unes de tes images, je voudrais que tu commentes aussi cette très belle déesse. Eh bien oui, ce sont des déesses qui, sans doute, elle est au Metropolitan Museum, et presque tous les dimanches, j'allais là-bas dans ce musée, et de voir ces déesses qui sont quand même d'une sensualité absolument fabuleuse. Les habits sont faits avec, c'est pas de la dentelle, mais c'est des objets qui sont cousus sur le costume. Les seins sont vraiment magnifiques, c'est des obus, c'est incroyable. Et le visage, les yeux, on sent que c'est une déesse bienveillante et qui a connu le sexe. C'est pas la Vierge Marie, c'est important de le dire. On ne peut pas vivre toujours avec des images de Vierge Marie, c'est terrible, ou de Christ en croix. Ce sont des images qui m'apaisent et me font aimer la vie. Vraiment, oui, c'est fabuleux. Et notamment dans ce chiasme extrêmement important et ce déhanchement qui est très, très beau et à la fois, je ne vais pas dire provocateur, mais d'une sensualité elle a un sexe, terrible. Elle est sexuée, elle a un sexe, elle jouit, elle connaît la jouissance, alors que les gens ne connaissent plus la jouissance, ils sont complètement coincés, c'est terrible. C'est triste, tant pis pour eux. Surtout que la jouissance, pour rester dans une note bataillenne, est un moyen d'accès à la connaissance. En fait, c'est par la jouissance qu'on connaît, en tous les cas, non pas les limites, mais certaines formes. Pour conclure sur cet aspect de la relation à l'érotisme, est-ce que tu peux nous évoquer peut-être quelques-unes de tes images, notamment celles qui sont derrière nous? Oui, ben, j'ai fait une série qui s'appelle comment Bondage, sur le bondage japonais, parce que contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas une humiliation de la femme, ce n'est pas une soumission. Au Japon, ils ont ce qu'on appelle les esprits, les kami, c'est-à-dire qu'ils vivent dans un univers, bon, pas tous les Japonais, mais les Japonais traditionnels qui ont gardé leur tradition. Par exemple, ils vont aller mettre des cordes autour d'un arbre et puis mettre des petits objets pour le sacraliser. Ça peut être une pierre, ça peut être, je sais pas, un jouet, ou pour dire, ben, tiens, cet espace est sacré et c'est là où je communique avec les esprits. Donc, ils ont tiré de ça les images de femmes en bondage, et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est très esthétisant. Et tous les endroits sexuels du corps de la femme, ou jouissifs du corps de la femme, sont notifiés, ou comme par exemple le sexe, est souvent, ils mettent un nœud sur le sexe pour que ça déclenche le plaisir, sauf que la femme est attachée. Et il se trouve que notre cerveau humain, la souffrance passe par les mêmes canaux que la jouissance. Donc, quelque part, c'est à nous de dire ben, c'est une souffrance ou c'est une jouissance. Tous les gens qui ont vécu en prison, qui ont vécu des moments atroces, savent qu'à un moment donné, on peut switcher le déclic. Et bien l'art, c'est un peu ça, c'est switcher le déclic. Bon, ben, on souffre tous. Et ben, quelque part, dit tiens, je mets en mode switch, et ben, je jouis. Et voilà. Et peut-être qu'on pourrait dire que dans certaines de tes images, où il y a cette relation au bondage, en tous les cas, il y a cette différence que tu fais entre un bondage qui pourrait être une humiliation dans certaines pratiques sexuelles et au contraire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire un bondage qui serait sacralisation de certains aspects du corps. Certains aspects du corps, ce que tu as aussi très bien expliqué dans cette idée qu'on accroche des objets et que pour le sacraliser, on le noue à un totem, à un arbre ou à un rocher
pour lui donner une force particulière.